Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on va faire le débrief du dernier Grand Prix de Formule 1 et du premier Grand Prix de la saison. C'était à Bahreïn. Et on va faire un débrief de tout ce qui s'est passé. Ça va aller, je pense pas. Ça va pas être très long, je pense. Ça va pas être hyper long. Parce que, voilà, on est reparti un petit peu sur les mêmes bases que l'an dernier. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Si vous pensez que ça peut les intéresser, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu sur ce premier week-end de course. YouTube, les shorts, TikTok, juste après l'arrivée, notamment des courses de cyclistes, notamment des qualifications. Quand voilà, j'ai le temps de voir des trucs en direct, je vous fais un débrief juste après l'arrivée. Sur YouTube et sur TikTok, c'est pas le même contenu. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner également sur TikTok. Et puis, quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez mettre la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Et puis si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks. Et je remercie les gens qui le font. On commence tout de suite avec ce Grand Prix de Bahreïn. Un week-end, un Grand Prix pas passionnant, une qualif intéressante parce qu'on a vu des écarts qui étaient très réduits. Il y avait une seconde entre le premier et le dernier en qualification en Q1, donc ça c'était très très bien. Les écarts étaient assez resserrés, on a failli avoir des grosses surprises même en Q1 et en Q2. Par contre, sur le rythme de course, on voit qu'il y a des différences qui sont plus marquées. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des équipes qui arrivent à tenir sur un tour de qualif, qui n'arrivent pas à tenir pour le moment sur le rythme de course. Et puis, on voit toujours Max Verstappen avec une grande marge sur ses adversaires pour le moment. On a vu face à Perez, mais face à Sainz, face à Leclerc, pour le moment, il y a une marge de sécurité pour la Red Bull. La seule question en fait qui va se passer du côté de Verstappen, c'est la situation du car Horner, qui pourrait peut-être modifier pas mal de choses. On sent que autant il y a des résultats qui sont bons, autant en coulisses on a l'impression que c'est plus la bagarre, c'est plus la galère, notamment entre le clan Verstappen et le clan Horner, et même chez Red Bull au niveau de la partie asiatique et de la partie européenne. On expliquera tout ça quand on viendra sur Max Verstappen. Il va falloir voir sur des circuits plus techniques si cet écart de performance est aussi grand aussi entre la Red Bull et le reste des voitures, parce qu'on sait que le moteur Honda est très performant. Donc on verra si sur des circuits techniques ça a plus un désavantage. Là on est resté lors des essais privés et lors de ce premier Grand Prix à chaque fois à Bahreïn avec des températures qui n'étaient pas très élevées non plus. Donc il faudra voir aussi sur l'usure des pneus, est-ce qu'il y a des voitures qui ont progressé dans ce domaine-là. Là ce week-end on était encore sur une monostratégie, donc c'était un peu compliqué. Donc walou. Note du Grand Prix, j'ai mis 8 sur 20. Qualif intéressante, mais le Grand Prix, ça manque encore de bagarre. Ça manque de bagarre en Grand Prix parce que en fait, il y a eu des périodes de domination en Formule 1. Moi, j'ai connu des périodes de domination en Formule 1. Je pense à la période de Ferrari, même avant, tu peux dire Benetton, 95, ils dominent les mecs, Williams aussi à une époque. Mais la différence, c'est que il y avait de la bagarre dans le peloton. Ce qui est la différence avec la période qu'on a depuis le V6 hybride, c'est qu'on a très peu souvent eu de bagarre dans le peloton. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des échelons de course et tu sens que c'est très compliqué de dépasser. Le DRS n'a absolument rien apporté. Bon, je vais encore revenir là-dessus. Mais voilà, ça fait depuis 2-3 ans où, certes, il n'y a pas de bagarre pour savoir qui va gagner, mais il n'y a pas de bagarre non plus pour savoir qui va faire 2, qui va faire 3, qui va faire 5e, qui va faire 6e de la course. Il n'y a quasiment pas de bagarre, aussi à cause de plusieurs paramètres. Bon, déjà, les voitures, c'est très dur de se dépasser. Il y a le problème de l'air sale, mais aussi un problème, stratégie. Là, il n'y avait qu'une stratégie possible. Voilà. Les pneus médiums n'étaient pas utilisables, et c'est le problème aussi des pneus de Pirelli, c'est qu'on a des pneus qui ne permettent pas d'attaquer, et surtout on n'a pas les possibilités d'avoir des stratégies différentes. C'est très rare les grands prix où on peut soit varier entre 2 ou 3 arrêts. C'est extrêmement rare cette situation-là. À l'époque de Michael Schumacher, encore une fois la période Ferrari, tu avais les aérostands qui permettaient des fois de tenter des coups. Quand tenter des coups stratégiques, c'est pas jouable aujourd'hui. Donc, ce qui fait qu'on n'a pas énormément de bagarres et pas énormément de rebondissements. Ce qui fait que les grands prix paraissent très longués, je pense, bien plus que dans la période de domination de Ferrari, puisqu'à la période de domination de Ferrari, tu avais de la bagarre derrière, et puis tu avais surtout les aérostands qui pouvaient modifier la course.
au niveau des stratégies, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Donc bon, voilà, il y a plein de choses qu'il faudrait modifier pour avoir du spectacle en Formule 1. Mais c'est dommage parce que bon, en Formule 1, on n'a pas eu beaucoup de spectacles sur ce premier Grand Prix, mais je suis pas sûr qu'on en ait plus du côté de la MotoGP. Il va peut-être falloir regarder le championnat du monde d'endurance cette année pour avoir du spectacle. J'ai pas encore eu le temps de voir la course au Qatar, parce que l'année dernière j'avais fait des débriefs jusqu'aux 24 heures du Mans. Et là j'aurais bien voulu, mais pour l'instant j'ai pas le temps de la voir. Puis je sais pas si elle est en replay, parce que pendant très longtemps elle n'était pas en replay sur la chaîne L'équipe. Je crois que ce n'est toujours pas en replay. Voilà, c'est bien d'avoir les droits pour une compétition, mais de ne pas les mettre du côté du replay. C'est un petit peu tristoun. Bon, on regarde tout de suite les coureurs au top. Du côté... Avant les pilotes au top, on commence par le bilan des Bleus. Bon, bilan des Bleus, que dire, hein, Alpine. On s'attendait pas vraiment à un miracle sur ce week-end, en sachant que les essais à Bahreïn n'avaient pas été bons et qu'encore une fois, cette première course se déroulait au même endroit. Il y a plein de choses qui vont pas chez Alpine au niveau de la voiture. Le moteur est en déficit de performance récurrent depuis plusieurs saisons. Le châssis là n'est pas bon, la voiture est en surpoids. Bon, il y a un moment, c'est de la Formule 1. Quand tu as 10 kg de surpoids, que ton moteur en 3 dixièmes, c'est compliqué de faire un grand résultat. Alors je me suis dit, comme ils avaient dit à Bahreïn qu'ils étaient mieux sur les longs relais, je m'étais dit, bon, peut-être qu'ils vont pouvoir gagner des positions sur les longs relais, et puis avec une course, pourquoi pas, avec des safety cars, des possibilités comme ça. Il y a peut-être quelque chose à tenter, sauf que sur les longs relais, ils sont pas mieux que sur les qualifs. Ils sont loin en termes de rythme, tout simplement parce que, comme ils ont une voiture en surpoids, ils peuvent pas faire de lest, donc ils peuvent pas régler le poids de la voiture, modifier la répartition des masses, parce qu'ils sont emmerdés par ces 10 kilos en trop. Et puis, tu sens très bien que la voiture, oui, elle est pas très bien née, quoi. Elle est pas très bien née, ça améliorait pas dans le dernier secteur, ils n'arrivaient pas à améliorer leur chrono pendant tout le week-end, en qualif c'était difficile. Donc voilà, pas une surprise du côté d'Alpine, des soucis aussi sur les arrêts au stand. Ils ont perdu beaucoup de temps sur les arrêts au stand, donc c'est un tout, j'ai envie de dire. Il n'y a pas grand-chose à retenir de positif pendant le week-end. Je pense que la seule chose à retenir de positif, c'est qu'on voit que Esteban et Pierre veulent aller dans le même sens. Et qu'ils ont les mêmes objectifs pour l'équipe. Et qu'ils se serrent bien les coudes. Mais déjà, combien de temps ça va tenir si les performances ne sont pas là? Et puis, je rappelle que ces deux pilotes, ils sont en fin de contrat aussi. Donc, à un moment, ils vont vouloir aller ailleurs si le niveau de performance n'est pas là. On sent que cette voiture a été créée dans une période trouble, en plus. Je rappelle qu'une voiture, ça met un petit peu de temps à se faire, à se réfléchir. Bruno Famin, il est arrivé il y a 9 mois à peu près, 8-9 mois. Donc pile au moment où je pense qu'on a commencé à évaluer des concepts potentiellement de ce qu'on voudrait faire l'année prochaine sur la voiture. Quand on a vraiment commencé le travail fin juillet, août, parce que c'est vraiment en juillet vraiment que le travail pour la voiture de 2024 commence énormément. Si tu regardes, c'est pile le moment où Perman, Schaffnauer se sont barrés. Que toutes les grosses personnes importantes de Alpine se sont barrées à ce moment-là. Donc c'est-à-dire que quand la voiture a été créée, elle a été créée par des mecs qui au départ ne faisaient pas des voitures de Formule 1. Ils travaillaient sur des pièces, mais ils ne faisaient pas des voitures complètes, ils n'évaluaient pas des concepts. On le voit très bien dans un des épisodes de Bleu Blanc Cœur, Bleu Blanc Rouge, je ne sais plus comment ça s'appelle, l'émission d'Alpine sur Canal+, où c'est le Grand Prix de Spa, où ils se barrent tous, sauf que Spa, c'est le moment où tu commences vraiment à travailler intensivement sur ta voiture. Donc c'est-à-dire que je pense qu'on a commencé déjà avec un temps de retard parce qu'il y avait ces sujets, est-ce qu'ils vont rester, est-ce qu'ils vont pas rester. Une fois qu'ils ont annoncé qu'ils se sont barrés, il fallait trouver les nouvelles têtes pensantes qui allaient concevoir la voiture, il fallait donc faire évoluer dans la hiérarchie certaines personnes, ce qui est toujours compliqué. Forcément ces personnes-là qui montent dans la hiérarchie, il faut les remplacer aussi, donc c'est tout le monde qui décale vers le haut, et ça a causé tous ces problèmes. La voiture a été conçue dans une période trouble. Et Bruno Famin, tu sens qu'il essaye d'améliorer les choses. Tu sens aussi que Bruno Famin, il sait qu'il doit repartir presque de zéro, parce que je pense qu'il y a eu énormément d'erreurs qui ont été faites chez Alpine.
On se foutait souvent de la gueule de Abitboul, mais au moins avec Abitboul, on voyait un cap. On se foutait un peu de la gueule d'Abitboul, mais tout ce qu'a construit Abitboul, De Rossi a mis 2 ans à le détruire. C'est-à-dire que les 5 années d'Abitboul, on a l'impression qu'elles n'ont pas existé. On a l'impression qu'on repart comme en 2015. C'est-à-dire quand l'équipe est arrivée. J'ai vraiment cette impression-là. C'est-à-dire que les 5 ans d'Abitboul ont été mis à la poubelle. Et encore une fois, avec Abitboul, on commençait à voir quand même quelque chose d'intéressant. Je dirais pas de parfait, mais quand même quelque chose d'intéressant. On voyait une petite évolution qui n'allait pas assez vite, suffisamment vite à mon goût, mais il y avait une évolution. Là, on est retombé au niveau zéro. On est retombé vraiment au niveau de performance qu'ils avaient en 2015 par rapport à l'écart avec les autres équipes. C'est à peu près ça. Sauf qu'en 2015, c'était particulier. Renault, il y avait déjà un peu la bagarre en interne entre Abitboul et Vasseur. Ensuite, Vasseur est parti. Et on partait d'une situation où Gérard Lopez chez Lotus n'avait pas fait évoluer le matériel, n'avait pas fait grand-chose, donc on partait de très très loin. Là, on repart de très très loin. J'ai l'impression, encore une fois, que il va pas falloir s'attendre à des résultats exceptionnels cette année, mais même l'année prochaine, du côté d'Alpine. Là, on part quand même de très très loin en termes de performance. Encore une fois, en qualification, ils étaient assez loin de pouvoir se mêler à la lutte. Ils sont derrière Sargent, par exemple, en sachant les qualités qu'a notamment Gasly en qualif. Gasly en qualif, il est en difficulté. Alors, en plus, j'ai l'impression que Gasly est moins à l'aise qu'Ocon dans la voiture. Il est un petit peu moins à l'aise, j'ai l'impression. Mais pour l'instant, on part de zéro. Donc, c'est compliqué de faire un miracle. Mais encore une fois, parce que la voiture a été créée dans une période trouble. Alors, j'ai envie de dire que les 2 dernières saisons, McLaren s'est retrouvé dans la même situation et a réussi à améliorer les choses en cours d'année. Sauf que McLaren n'était pas dans une situation aussi catastrophique au niveau managérial. Là, chez Alpine, il y a quand même une situation qui est compliquée au niveau managérial. Donc, est-ce qu'ils vont réussir à s'en sortir sur l'année? Est-ce qu'ils vont réussir à marquer des gros résultats? Il va falloir voir. Encore une fois, il va falloir voir déjà sur des circuits plus techniques pour voir si l'écart de performance avec les meilleures voitures est si important que ça. Donc ça va se voir sur des grands prix un petit peu plus tard. Pas encore en Arabie Saoudite. Mais bon, tu vois bien que le niveau de performance n'est pas bon. Et puis encore une fois, il n'y a pas que la voiture. Il y a aussi la gestion des ressources humaines qui n'est pas exceptionnelle. Avec pas mal de changements encore. Pas mal de gens qui partent. Notamment le directeur du design. Qui dégage de nouveau. Ça fait quand même beaucoup de départs en très peu de temps. Je ne suis pas sûr que tous les départs aient été remplacés. En plus. Et puis, il y a aussi du côté de Bruno Famin, il faut qu'il s'installe dans une équipe de Formule 1. C'est un mec qui a fait de l'endurance, mais la Formule 1, il ne connaît pas tant que ça. Et il faut du management, il faut des gens derrière, quoi. Et il faut des leaders. Je ne suis pas sûr que Alpine ait les leaders pour le moment au niveau du staff. C'est ça où il peut y avoir un problème de ce côté-là. Donc, pas un bon week-end. On ne s'attendait pas à un miracle. Ça n'a pas été un miracle, ça a été très compliqué et il va falloir mettre les bouchées doubles, mais il va falloir le faire de manière intelligente. Pas non plus prendre des risques dans tous les sens, essayer de vouloir améliorer des pièces dans tous les sens. Il va falloir être méthodique. Et ça va être le grand défi de Bruno Famin sur les 2 prochaines années, parce que je pense encore une fois que 2025 va être compliqué en termes de résultats, mais on verra dans les semaines à venir. On regarde tout de suite les pilotes au top. Pilotes au top, j'en ai mis 2 aujourd'hui. Sur ce week-end de course, bien entendu, j'ai mis Verstappen. J'ai envie de dire RAS Verstappen sur ce week-end au niveau pilotage. C'est-à-dire que j'ai senti dès la séance d'essai libre 3 que il était sûr d'avoir une marge de sécurité sur ses adversaires, donc il n'était pas obligé de cravacher plus que ça. Voilà, on le sent dès les essais libres 3 que il est en train de travailler sa performance de course, parce qu'il sait qu'en qualification, après les 3 jours d'essai de pré-saison, qu'il est au-dessus, qu'il ne sera pas vraiment menacé, Verstappen. Donc déjà, il savait qu'il avait une marge de sécurité à ce moment-là. Ensuite, le Grand Prix n'a pas été hyper passionnant pour lui. Il n'a pas vraiment été menacé pendant tout le Grand Prix. En qualif, il n'est pas non plus menacé. Aussi parce qu'il a un équipier qui a un écart de performance qui est encore important. C'est avec Pérez
en termes de pilotage, c'est pas suffisant aujourd'hui pour vraiment menacer Verstappen. Par contre, RAS en termes de pilotage, en termes de plein de choses. Par contre, les coulisses. C'est sûr que les coulisses, ça a été compliqué. Rien que regarder la qualif, regardez le fait qu'il n'y ait pas d'effusion de joie après une pole position est assez rare, surtout de la part de Christian Horner. La course, c'est pareil. C'est-à-dire que tu as l'impression vraiment que il gagne les points, mais on va dire qu'il n'y a pas vraiment de joie, il n'y a pas vraiment de satisfaction. Tu vois bien qu'il y a un malaise quand même chez Red Bull, avec le cas Christian Horner. On sait qu'il y a des informations qui ont été dévoilées à certains journalistes, à certaines personnes influentes du monde du paddock, mais aussi aux autres directeurs d'équipe sur le cas de Christian Horner dans cette affaire donc de harcèlement sexuel. Pour le moment, les adversaires n'ont pas vraiment réagi. On sait juste que Papa Verstappen, Josh Verstappen, a été dans le bureau avec Christian Horner vendredi soir et que ça s'est pas bien passé. On sait aussi que Toto Wolff ne serait pas contre avoir Max Verstappen dans le futur. On sait aussi que le contrat de Christian Horner et le contrat d'Adrian Newey et de pas mal de gens chez Red Bull sont liés, ce qui ferait que certaines personnes ne voudraient pas que Christian Horner démissionne. Mais la situation va-t-elle être tenable jusqu'à la fin de l'année ? Pas sûr. Après, le souci du côté de Verstappen, du côté d'Horner, sur cette affaire-là, c'est que c'est pas comme si le président de la FIA était impliqué dans une affaire du même genre. Donc pour menacer, c'est quand même un petit peu problématique, surtout que le président de la FIA, il a quand même plus d'affaires au cul que Isabelle Balkany, ce qui est quand même un sacré niveau. T'as quand même dans l'équipe Red Bull déjà d'autres mecs qui ont quand même eu des comportements qui étaient totalement inappropriés, donc on sait que c'est pas l'équipe la meilleure dans ce domaine-là. On se demande bien ce qui va se passer dans les mois et les semaines à venir. Du côté de Red Bull, il y a aussi un problème, c'est qu'on sait aussi que le board européen a voulu virer Christian Horner. Les Asiatiques n'ont pas voulu virer Christian Horner. Il faut savoir que Red Bull, alors pour ceux qui ne connaîtraient pas comment a été inventé le Red Bull, donc, c'est une entreprise où la tête d'affiche était Dieter Mateschitz, qui est mort désormais. Mais en fait, ils étaient deux à concevoir Red Bull. Dieter Mateschitz, c'était commercial. Et vous aviez un Asiatique, alors je crois que c'était un Japonais, je ne veux pas dire d'erreur, qui était le pharmacien qui a créé la boisson. Voilà. Donc les deux se sont alliés, ils ont créé Red Bull. Donc c'est une entreprise qui est européenne, mais autrichienne, mais en même temps pas mal asiatique. Et il y a toujours eu des personnes asiatiques dans le board de Red Bull. Et en fait, depuis que Mateschitz est mort, on sent aussi qu'il y a une envie de reprendre les rênes de Red Bull et qu'il y a peut-être un affrontement entre d'un côté les personnes asiatiques, de l'autre côté les Européens. Et que ça s'affronte peut-être au niveau du board et que le cas Christian Horner met juste en lumière une lutte d'influence dans cette entreprise entre le board européen et le board asiatique. Et c'est là où, du côté de Verstappen, il va falloir réussir à tenir toute la saison. Et ça va pas être simple, parce que le cas Christian Horner va être très très compliqué à gérer. On voit bien quand même qu'il y a un malaise. Faut pas avoir bac plus 10 pour comprendre qu'il y a un malaise. Et que ça va avoir une influence sur Verstappen, ça a peut-être une influence également sur Perez. Quelle va être la réaction des autres équipes également dans les semaines à venir au bout d'un moment? Est-ce qu'il ne va pas y avoir des tentatives d'intimidation aussi pour tenter de faire chuter de son piédestal le Red Bull? On ne sait pas, mais la saison va peut-être être pas hyper intéressante, on va dire en termes de pilotage, mais peut-être assez croustillante du côté des coulisses. On continue avec Carlos Sainz. Très bon week-end de Carlos Sainz, très bon Grand Prix de Sainz. Il avait un super rythme en course, ça c'était clair et net. Alors il a profité également des problèmes de Leclerc. Je pense que la deuxième place était jouable et qu'ils se sont ratés en termes de stratégie du côté de chez Ferrari.
raté en termes de stratégie du côté de chez Ferrari, notamment parce qu'ils n'ont pas voulu que Leclerc laisse sa place à Sainz, ce qui a été une erreur vu que Leclerc avait des gros soucis techniques et il aurait fallu switcher de position, mais aussi parce que l'arrêt au stand n'a pas été très bon et qu'il s'est retrouvé derrière des pilotes où il a dû bagarrer. Le temps de l'été passé, ça lui a fait perdre un petit peu de temps, mais on voit que la Ferrari est bien née, la Ferrari est performante, ça c'est clair et net. Après, il va falloir arrêter de perdre des points sur des erreurs stratégiques, sur des erreurs techniques, sur des erreurs de fiabilité. Parce qu'encore une fois, Red Bull, pour l'instant, ne fait pas d'erreur. Verstappen ne fait pas d'erreur. Donc si tu veux menacer Verstappen et menacer aussi Red Bull au niveau du classement constructeur, parce que ça pourrait être un objectif avant de jouer le classement pilote, de jouer le classement constructeur, il ne faut pas faire d'erreur. Et là, ça a été les 2-3 petites erreurs du côté de chez Ferrari. Mais Sainz, très bon Grand Prix, très bon rythme. Voilà, c'est intéressant, en sachant quand même que Sainz, il doit savoir que l'arrivée d'Hamilton fait que lui, il part. Il sait aussi qu'il doit se montrer dans certaines équipes. Alors c'est vrai qu'on le dit très proche de Audi. Aujourd'hui, on sait que Sainz, par rapport à son père, est forcément proche d'Audi, qu'il pourrait y avoir... on va dire une arrivée de Carlos Sainz dans le clan Audi. Le problème, c'est qu'Audi arrive qu'en 2026, donc est-ce que tu décides de faire une année de transition avec une voiture qui n'est pas bonne, en sachant qu'on ne sait pas quel sera le niveau du moteur Audi en 2026 ? Parce que ça reste quand même une grande interrogation. Autre possibilité, Mercedes a une place. Red Bull aura peut-être une place l'année prochaine. Papa Sainz a aussi des accointances avec Red Bull. Donc, est-ce que c'est pas dans ces équipes-là où ça serait intéressant d'aller ? Ou est-ce qu'il n'y a pas un autre projet qui pourrait l'intéresser ? Revenir chez Alpine, lui il a connu Renault. Il pourrait y avoir d'autres intérêts. Donc, Sainz va être un personnage important dans cette saison des transferts. Parce qu'on sait son niveau de pilotage aujourd'hui. On sait que c'est un pilote qui est intéressant en termes de niveau de pilotage. Donc, on sait qu'il a un bon rythme aujourd'hui, Carlos Sainz. Donc ça va être un personnage important. Et du côté de Leclerc, il s'en sort bien quand même, Charles Leclerc, ce week-end. Parce que vu le nombre de problèmes techniques qu'il a eu en course, finir 4e, c'est très très bien pour le pilote monégasque. On regarde tout de suite les bonnets d'âne. Premier bonnet d'âne. Alors j'ai hésité entre l'équipe et le pilote. J'ai quand même mis le pilote, mais l'équipe est pas top, c'est Hamilton. Je trouve que l'écart de performance par rapport à Russell, il était important entre les deux pendant les qualifs, les moments importants du week-end. Je trouve que en course, il est 7, il y a quand même une McLaren entre les deux. Mais surtout en qualif, je trouve que ça n'est pas top du côté d'Hamilton. C'est-à-dire qu'il fait une 29,7. Russell fait une 29,4. Qui est quand même 3 dixièmes d'écart, donc ça fait 2 dixièmes et demi, donc ça fait beaucoup. En Q1, c'est un peu pareil, Russell est 1,30 350, lui il est en 1,30 451, et une 29,9 et une 29,7 en Q2, où l'écart est inversé, il est en faveur d'Hamilton. Mais j'ai eu l'impression pendant tout le week-end que George Russell était plus à l'aise que Lewis Hamilton, ça se voit aussi... en essai libre 3, Russell fait 1,31,1 contre un 1,31,4 pour Hamilton. Donc là, il y a encore un écart de 3 dixièmes. Pendant tout le week-end, j'ai eu cette impression-là que Lewis Hamilton avait un peu du mal par rapport à Russell, même si Hamilton est en tête des essais libres 2. J'ai l'impression que Russell était plus à l'aise dans la voiture. Donc ça, déjà, c'est un fait. Deuxième chose quand même, que ça soit Hamilton ou Russell, je pense pas que Mercedes s'attendait à être aussi loin ce week-end. Donc ça c'est pas top. Donc Hamilton n'est pas à l'aise dans la voiture, ça se voit, qu'il a du mal à trouver le rythme, qu'il a du mal à avoir de la confiance dans la voiture.
Et puis après, forcément, le fait d'avoir dit qu'il rejoignait Ferrari sur la saison, il faut s'attendre à ce que Russell soit devant Hamilton parce que les évolutions, c'est Russell qui les aura avant Hamilton. Et qu'en fin de saison, est-ce qu'il aura toutes les évolutions sur la voiture Hamilton? Pas sûr, parce qu'on ne veut pas qu'il parte avec des secrets de fabrication de chez Mercedes, du côté de Lewis Hamilton. Donc ça va poser des problèmes pour Lewis sur cette année 2024, qui va peut-être être plus compliqué que les années précédentes en termes de relationnel avec Russell. Et surtout, la Mercedes, elle est loin et ils ne s'attendaient pas à être aussi loin. Et on a l'impression quand même que Mercedes comprend pas trop ce qui se passe, comme d'habitude, j'ai envie de dire depuis l'année dernière. Mercedes, c'est quand même l'équipe qui a été le plus impactée par le budget de cap. Parce qu'ils ont dû virer pas mal de gens. Il y a pas mal de gens qui sont partis de chez Mercedes. Et on voit qu'aujourd'hui, c'était une équipe qui avait toujours un coup d'avance ces derniers temps. Et aujourd'hui, Mercedes, ils ont souvent un coup de retard parce qu'ils ont du mal à comprendre en fait leur voiture. C'est toujours le même problème, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'entre ce qu'ils voient à l'usine et la réalité, il y a un décalage. Parce que nous, on nous disait la Mercedes, elle est plus performante, elle est plus stable, elle est mieux. Sauf que quand tu regardes, c'est quand même une voiture qui est qui subit encore les effets du pompage. C'est une voiture qui est très dure au niveau des suspensions pour tenter de limiter l'effet de pompage en ligne droite. Mais bon, Ferrari n'est plus touché par ça à Bahreïn, Red Bull non plus depuis longtemps. Eux, c'est encore un problème et tu sens qu'ils étaient très durs en suspension et surtout ils roulaient très très bas. On s'aperçoit quand même que la Mercedes était plus à l'aise avec le plein qu'avec une voiture légère, parce qu'en début de course, elle arrivait à matcher avec les McLaren par exemple, ou avec Perez, qui n'était plus le cas en fin de course, où c'était plus compliqué dans ce domaine-là. Et puis oui, pour moi, la Merco, ils savent pas trop où ils en sont. La voiture est toujours pas hyper performante. Là, ils sont quand même en bagarre avec McLaren. Ils pensaient vraiment, je pense, matcher avec Ferrari et Red Bull, et ils n'arrivent pas à jouer avec ces équipes-là. Donc ça, c'est un petit peu problématique. Et un petit peu décevant, surtout de la part de Mercedes, parce qu'on pensait avoir bien bossé pendant l'hiver, et au bout d'un Grand Prix, on se dit « Ah en fait non, on est loin. On est loin en termes de performance, quoi. » Parce que pour l'instant, on voit que Ferrari, Red Bull, je dirais pas que c'est hyper proche, mais Ferrari est capable de finir devant Perez, par exemple. Mercedes, non. Et quand tu t'aperçois en plus que Russell n'a pas réussi à finir devant Leclerc, qui pourtant a eu énormément de problèmes techniques, ça montre bien qu'il y a un souci. Mais on voyait Russell en fin de course, il n'arrivait plus à faire pivoter sa voiture. C'était pas beaucoup mieux pour Hamilton, donc ça a été une course compliquée. Et ça a remis dans la tête pas mal de doutes, je pense, dans cette équipe. Deuxième bonnet d'âne, Aston Martin. Ils sont un peu dans un no man's land, Aston Martin, c'est-à-dire qu'ils sont trop rapides par rapport aux équipes de bas de tableau, mais qui sont dans l'incapacité de jouer avec les équipes de devant. Tout simplement, ils sont plus lents que Mercedes, plus lents que McLaren, qui sont donc les adversaires dessus, mais ils sont plus rapides que Racing Bulls, que Alpine bien entendu, que Haas, que Williams, que ces équipes-là. Donc tu es vraiment dans une situation qui n'est pas évidente pour Aston Martin. La question est de savoir comment ils vont s'en sortir dans les semaines à venir. Pas si évident que ça. Il va falloir vraiment faire attention du côté d'Aston Martin. Et surtout du côté d'Alonso, parce qu'on sait très bien qu'Alonso, c'est Attila. Je le compare toujours au 1, Attila. C'est-à-dire qu'une fois qu'il passe, l'équipe trépasse, quoi. C'est assez particulier quand même, Alonso. Et je me dis quand même que le pilote espagnol, si la voiture n'est pas performante, au bout d'un moment, ça va gueuler. Et quand il commence à s'énerver, Fernando Alonso, oui, ça peut être très très dur à vivre dans une équipe. Demander à Renault, notamment en 2009. Alonso leur mettait énormément la pression, ce qui a peut-être causé aussi le Singapour Gate au bout d'un moment, parce qu'ils en avaient marre que Alonso leur mette la pression. Et là, c'est encore le cas, c'est-à-dire qu'on sait chez Ferrari que ça s'est passé de cette manière, McLaren pareil. On sait que c'est un pilote qui, quand il n'est pas satisfait de la voiture qu'il a, ça peut devenir très vite un con. Donc on va voir comment ça va se passer, mais
J'ai des doutes si Aston Martin ne trouve pas de la performance un petit peu là dans les 3-4 grands prix à venir. J'ai peur qu'ensuite ça devienne très très compliqué avec Fernando Alonso. Stroll, qualif compliqué. La course était quand même bien mieux pour Lance Stroll qui marque un point sur ce Grand Prix. Donc, mais il est quand même largué par rapport à Alonso, mais bon, il marque quand même un petit point. Le pilote canadien. Et puis je termine avec Racing Bull. Oh bah c'est bien Laurent Mekies, c'est bien. Ah, il commence dès le premier Grand Prix. Ça va pas être évident. Ça va pas être évident à gérer. Mais en même temps, je comprends. Alors je comprends. C'est-à-dire que je comprends la colère de Tsunoda, pas le geste qu'il a fait face à Ricciardo dans le tour de décélération, mais je comprends la colère. À quoi ça sert d'inverser les positions pour une 12e place ? À part juste mettre en avant Ricciardo par rapport à Tsunoda. C'est le seul intérêt. Et encore, une 12e place, c'est pas ça qui va faire remonter la cote la cote de talent envers les autres écuries de Ricciardo, avec une 12e place. C'est-à-dire que je trouve incroyable qu'on ait échangé les positions pour une 12e place. Déjà, sur un premier Grand Prix de l'année, échanger les positions, je trouve que, bon, à part quand, là, je pense, dans le cas de Leclerc, parce qu'il y avait un problème technique, pour moi, c'était intéressant de switcher les positions un peu plus tôt, parce que peut-être qu'on aurait pu marquer quelques points supplémentaires. Mais déjà, quand c'est pour une 7e place, je trouve pas ça hyper intéressant dans les 3/4 du temps. Mais alors là, pour une 12e place, c'est une première. Surtout que Ricciardo n'avait pas de rythme par rapport à Tsunoda. C'est-à-dire qu'il n'était pas rapide par rapport à Tsunoda. Donc ils le font dépasser. Bon, ils n'ont pas été en mesure d'aller chercher cette position-là. Et tu crées une colère. Alors Tsunoda, on sait que c'est un pilote qui est sanguin. Comme j'ai envie de te dire Takuma Sato, du côté des pilotes japonais. C'est un pilote qui peut s'énerver assez vite. Mais là, je comprends la colère. Parce que pour une 12e place, inverser les positions, c'est pas top. Surtout qu'en plus, je pense que Racing Bull s'attendait à être dans les points. S'attendait pas à être un peu comme ça, en dehors des points. Surtout que la première séance se passe bien. Bon, dans des conditions de chaleur un petit peu plus importantes. Mais dès que la situation en soirée était beaucoup plus compliquée pour Racing Bulls, le Grand Prix a été difficile pour cette équipe parce que le rythme n'était pas là pour Ricciardo et Tsunoda. Mais encore une fois, je ne comprends pas pourquoi on a décidé de faire un switch de position entre les deux pilotes. Donc ouais, Laurent Mekies, il va avoir du boulot à gérer avec Tsunoda et Ricciardo. Et je ne sais pas si c'est une décision de Red Bull qui est arrivée dans les oreilles de Mekies, mais je trouve ça très surprenant en termes de stratégie. Après, c'est vrai que Mekies, au niveau des stratégies chez Ferrari, c'est pas comme s'il n'y avait déjà pas des choses incompréhensibles à l'époque. Donc peut-être que ça sera la même chose chez Racing Bulls. Bon, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Maniac Production. Ciao, ciao!